Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans ces missions orientation, et on s'intéresse à la filière psychologie, filière qui connaît toujours un franc succès. Études, formation, débouchés. Irina Capron vous dit tout, elle sort sa loupe dans un instant. Où sont les psys dans le domaine de l'école? Quelle est l'importance des psychologues scolaires? Quels mots peuvent-ils prévenir? Là aussi, on se posera toutes ces questions pendant cette demi-heure d'émission. Enfin, c'est le mal du 21e siècle. Le stress, l'anxiété, comment la combattre, avec quels outils, quelle pédagogie. Là aussi, on donnera des éléments de réponse pendant cette émission. Avec Jérémy Krief. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, étudiant. Merci. En première année de psychologie à l'école des psychologues praticiens. Elle se trouve où cette école? Elle est à Montparnasse, dans le 6e à Paris. Dans le 6e à Paris. Emmanuel Rigon est également avec nous. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, psychologue clinicienne et psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages, notamment Les enfants hypersensibles. Et c'est aux éditions Albin Michel. La loupe, on parle de tout ça juste après. Avec notre psy préféré, comment ça va? Ça va très bien et vous avez l'air très en forme, je trouve. Oui, je trouve ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, moi non plus, ça m'inquiète. Vous avez bien raison. Ma chère Irina, quels sont les métiers en psychologie? Alors, les métiers liés à la psychologie sont centrés sur l'écoute, l'analyse, le fonctionnement du cerveau et les comportements humains. Donc, les débouchés, les domaines d'activité sont très nombreux. Par exemple, dans le secteur de la santé, on retrouve psychologue, psychothérapeute, neuropsychologue ou encore psychologue de l'enfance et de l'adolescence. La psychologie sociale ouvre plutôt sur des carrières dans les services de ressources humaines des entreprises ou encore dans l'accompagnement des salariés. La psychologie peut également mener à des métiers paramédicaux comme psychomotricien, ergothérapeute, à des métiers sociaux comme assistant de service social, éducateur spécialisé ou encore des métiers liés à l'orientation comme psychologue de l'éducation nationale, appelé auparavant coach d'orientation. Irina, quelle différence entre psychologue et psychiatre? Alors c'est vrai que c'est l'une des premières idées reçues, mais psychologue et psychiatre, non, ce n'est pas la même chose. Alors le psychiatre, c'est un médecin, il doit effectuer 10 ans d'études de médecine, il est reconnu comme un professionnel de santé mentale, donc il peut poser un diagnostic, rédiger une ordonnance et prescrire des médicaments, ce que ne peut pas faire le psychologue. Quels sont les différents types de psychologues? Alors c'est vrai qu'il y en a, par exemple le psychologue TCC utilise des thérapies comportementales et cognitives dans sa pratique de psychologue. Il y a également le psychologue psychanalyste qui utilise les théories psychanalytiques, donc c'est une thérapie par la parole. Et le psychologue social, lui, est spécialisé dans l'interaction de l'individu avec autrui et la société. En termes de formation, comment devient-on psychologue? Eh bien, il faut faire une licence de psychologie. La formation comporte des cours de statistiques et de biologie, donc il faut avoir un intérêt minimum pour les sciences. Le programme permet de découvrir toutes sortes de psychologie, la psychologie clinique et pathologique, donc les maladies mentales, les troubles du comportement et leur thérapie, la psychologie cognitive, la psychologie sociale et la psychologie du développement. Après la licence, vous devez poursuivre vos études en master pour obtenir le titre de psychologue. Mais depuis la rentrée 2017, la sélection ne se fait plus entre le master 1 et le master 2, mais dès l'entrée du cycle master. Merci beaucoup Irina, c'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec Jérémy Krief, étudiant en première année de psychologie à l'école des psychologues praticiens à Paris, Emmanuel Rigon, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Emmanuel, le succès de la filière psychologie ne se dément pas depuis de nombreuses années. Pourquoi ? Oui, c'est vrai que moi, ça fait des années que j'entends dire que la filière déborde d'étudiants. Je crois que c'est une matière qui est passionnante à investiguer et je pense que beaucoup aussi ont l'idée, malgré tout, que ça va les aider à se découvrir un petit peu tout en faisant un métier qui est très diversifié dans les domaines de pratique et dans les domaines de modalités d'exercice, donc avec notamment la possibilité de travailler comme salarié ou comme profession libérale. Donc ça, je crois aussi que c'est assez attractif. Jérémy, comment vous expliquez ce succès qui ne se dément pas année après année de cette filière psychologie? Qu'est-ce qui vous a attiré, vous? Moi, personnellement, je pense que au début, j'étais plutôt parti pour faire une carrière en informatique, donc vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. D'accord. Et quoique, on doit peut-être bien trouver des... Oui, sûrement. On peut peut-être marier les deux passions. Au revoir. Toujours. Mais j'avais toujours ça un peu dans un coin de ma tête. Ça a toujours été quelque chose d'assez intéressant, le comportement humain, choses comme ça. Et donc j'ai tenté, du coup, avec l'année de prépa dans mon école. C'est ça, parce que votre école, on va expliquer, donc c'est l'équivalent d'un bac plus 5, c'est 5 années. Mais il y a une prépa avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec une sélection?
Oui, c'est une sélection sur dossier pour la prépa. D'accord. Et après, pour rentrer en première année, ça va être par rapport à l'année de prépa. Donc, il faut avoir au moins 12 de moyenne à la fin pour D'accord. rentrer. Et quelles sont les différentes matières? Qu'est-ce qu'on apprend justement pendant cette année de préparation? Il y a beaucoup de choses. On peut parler de matières comme la psychologie sociale, la psychologie cognitive, la neuropsychologie, la psychologie du développement, la psychologie de l'enfant. Il y a vraiment plein de choses. Il faut se poser quoi comme question? Et quels conseils vous pouvez donner, Jérémy, à ceux qui souhaitent se lancer dans ce type d'études? Je dirais qu'il ne faut pas hésiter. C'est quelque chose qui est assez complet. On apprend de tout sur tout le monde, et même si c'est quelque chose qui, à la base, n'est pas vraiment quelque chose qui nous touche, duquel on est proche, je dirais que on peut quand même y trouver son compte, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Même si on ne fait pas preuve forcément de beaucoup d'empathie, c'est ça que vous dites à la base, c'est ça? Pour ce qui est de l'empathie, généralement, c'est entre guillemets pas spécialement conseillé, même si ça peut étonner. D'accord. Ah, ouais. On doit garder une certaine distance en général avec le patient pour pas... D'accord. Ouais. J'aurais pas pu faire psy alors. Oui, Emmanuel, j'en ai parlé, il faut avoir un intérêt minimum pour les sciences, mais faut-il forcément avoir un bac scientifique pour entrer en licence de psychologie? Non, alors moi c'est amusant parce que j'ai fait aussi l'école des psychologues praticiens. Donc, Allez voilà. Donc je précise qu'effectivement il y a tous les bacs possibles, hein, c'est-à-dire que je pense quand même qu'il faut avoir, comme vous le disiez, un intérêt pour les sciences, mais il faut aussi avoir une grande capacité à lire, à rédiger des dossiers, à faire des résumés. Enfin, il faut être assez généraliste, je pense, parce qu'il y a quand même la partie scientifique, les statistiques, la physiologie, et puis il y a quand même une énorme partie avec beaucoup d'ouvrages à absorber. Hein, et c'est vrai que c'est particulièrement dense, et puis pas mal d'écriture à fournir également. Jérémy, c'est vrai que certains étudiants ne se doutent pas de ce qui les attend. Emmanuel vient de l'évoquer, mais il y a de la statistique, il y a de la biologie. Il n'y a pas que les matières littéraires. Il faut être assez complet au final. Oui, c'est vrai que quand on rentre en psycho, on n'a pas du tout l'habitude... Et on ne s'attend pas non plus à faire des stats, des choses qui demandent des compétences un peu scientifiques. C'est des stats à un haut niveau ou c'est absorbable, si je puis dire, même pour des gens qui n'étaient pas trop fans des stats à la base? Non, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est du niveau collège, mais c'est vrai que ça se perd avec le temps. Donc oui, après, il y a des cours aussi de rattrapage, des remises à niveau. Emmanuel, où sont les psys en France? Où sont-ils? Alors, ils sont partout. Il y a beaucoup de domaines. Alors, c'est vrai que vous avez cité l'éducation. Il y en a beaucoup. Éducation privée, éducation publique. Il y a des psys à l'hôpital. De plus en plus, ça c'est une très bonne chose parce que quand j'ai commencé, c'était relativement rare d'avoir un psychologue dans un service hospitalier tel que la gynécologie, l'obstétrique, alors que ça paraît évident maintenant. Donc, ils sont beaucoup là. Il y a des centres dédiés, comme les centres médicaux psychopédagogiques, qui sont un peu mis à mal actuellement, mais qui sont une ressource extraordinaire pour le soin pour les personnes qui n'ont pas accès à des psycholibéraux. Et puis, bien évidemment, dans les centres spécialisés, dans les institutions, les EHPAD également. Il y a beaucoup en gériatrie maintenant de psychologues, et c'est une aide très très précieuse, également dans l'entreprise. Pas seulement le recrutement, mais aussi tout ce qui est gestion des ressources humaines, programme de développement et de formation, et puis dans tout ce qui est établissement relié à la sociologie, les établissements de sondage, il y a le marketing aussi, il y a des psys. Bon, partout. Voilà, c'est très très vaste. On a besoin, c'est très vaste, on a besoin de psys partout, on l'a bien compris, Emmanuel. Est-ce qu'on en forme assez? Alors, je pense que oui. Je pense que oui, parce que il semblerait que en tout cas l'offre soit très vite pourvue. Hein, en tout cas dans le domaine de la psychopathologie clinique, lorsqu'il y a un poste dans un... Je parle du CMPP où je travaille notamment au CMPP, si on fait paraître une offre, on a 50 demandes dans la semaine. Wow. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes formées, oui. Irina. Oui, Emmanuel, la crise du coronavirus a-t-elle fait exploser la demande de psychologues en France? Alors, je ne pense pas réellement. En fait, il y a eu une petite vague après,
de parents, par exemple, qui voulaient s'assurer que les choses s'étaient bien passées. Ça n'a pas fait vraiment exploser, ça a spécifié un petit peu certains symptômes, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec quand même beaucoup d'élèves décrocheurs. Ça, c'est manifeste, c'est-à-dire que la principale révélation de ce Covid, c'est qu'il y a eu, après, beaucoup d'adolescents qui maintenant n'ont plus envie d'aller suivre les cours au collège. Ça, on en a beaucoup plus qu'avant. Jérémy, cette pandémie de coronavirus, ces divers confinements, est-ce que justement ça a joué, vous, dans votre choix d'orientation? Est-ce que ça vous a un peu plus conforté dans votre choix? Oui, parce qu'on a remarqué que pour ce qui est des hospitalisations, des choses comme ça, il y a eu beaucoup de cas. Les hôpitaux étaient complets, en fait. Pour se faire hospitaliser, c'était très compliqué. Tout ce qui est cas graves, etc., on en a recensé pas mal. Donc oui, je pense que ça a pas mal joué et que ça donne l'impression que il y a à faire dans ce domaine-là. Justement, vous avez fait votre prépa, on le rappelle, vous êtes en première année de psy, qui est déjà bien entamée. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà appris des outils qui peuvent aujourd'hui déjà vous servir? Est-ce que vous avez le sentiment déjà de pouvoir impacter et d'aider les autres? Aujourd'hui, je pense... Modestement. Oui, voilà. Je pense que j'aurais pas la prétention de dire ça, et je pense même qu'à l'issue de même 5 années d'études, il y a pas mal d'étudiants qui disent ne pas se sentir légitimes pour exercer le métier de psychologue directement. D'accord, oui, parce qu'on a été formés, mais on n'a pas encore véritablement, j'imagine, exercé. Comment ça se passe au niveau des stages pendant votre cursus? Personnellement, dans mon école, il y a énormément de stages par rapport à l'université. Donc on est bien préparé, on est très accompagné, on a des supervisions, des choses comme ça. Donc au niveau des stages, on en a pas mal. Justement, en parlant d'université, chaque université a ses spécificités, c'est ça? Donc il faut faire attention dans laquelle on doit postuler? Alors en l'occurrence, je ne sais pas vraiment. Pour les autres, ouais. Les autres universités, d'accord. Mais pour ce qui est de l'EPP, on a en fait, disons, deux, trois grandes filières qui sont... la psychologie clinique et le domaine du travail, RH, etc., donc de l'entreprise, et aussi une branche qui est un peu une branche à côté, qui est le milieu de la recherche. Très bien. Emmanuel, vous avez, on l'a rappelé en début d'émission, beaucoup écrit sur l'enfance, l'hypersensibilité, et j'en passe bien évidemment. Quelle est l'importance des psychologues scolaires à l'école et surtout... comment en former plus? Parce qu'on a quand même le sentiment que c'est une denrée rare dans le milieu scolaire. Alors, effectivement, c'est assez particulier. C'est le domaine un peu à part, c'est-à-dire que l'éducation nationale continue à utiliser des psychologues scolaires qui sont issus de l'éducation nationale, c'est-à-dire qui ont antérieurement été professeurs et ont suivi une formation complémentaire à l'université. Donc, on ne peut pas, il n'y en a pas de recrutement externe à l'éducation nationale. Et effectivement, il n'y a pas assez de psychologues scolaires, puisque ce sont des personnes qui ont 5 à 7 établissements primaires, par exemple, pour un plein temps, donc il est évident que ça fait beaucoup, et qui doivent se répartir en observation des enfants en milieu de classe, faire des tests, animer des petits groupes. Donc c'est très très insuffisant actuellement, et au collège, c'est encore plus insuffisant, parce que c'est vraiment des personnes qui deviennent psychologues, conseillers d'orientation, donc avec une double casquette, et puis surtout au lycée, par exemple, il n'y a plus de psychologue. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très très bien articulé, à mon sens, et qui remet la demande sur les centres extérieurs, mais qui sont eux-mêmes relativement saturés, surtout dans certaines régions. Donc, et comment on peut progresser justement dans ce domaine, et comment on peut mieux accompagner l'enfant vers la réussite et aussi vers une meilleure orientation? Alors, il existe quand même, pour l'orientation, on peut quand même, en plus des psychologues qui sont dans les collèges, on peut aussi aller consulter dans ce qui s'appelle des CIO, donc Centres d'information et d'orientation, qui existent dans chaque
commune. Enfin, il y a forcément un CIO du secteur, donc ça, on peut le faire. Il y a aussi des cabinets, évidemment, privés qui proposent des bilans d'orientation. Ben, bon, c'est payant, c'est pas accessible à tout le monde. Et puis, pour ce qui est de l'ordre de plus de symptomatologie, effectivement, on peut aller consulter dans des centres d'aide médico-psychopédagogique ou des centres médico-psychologiques. Là aussi, il y en a dans tous les quartiers, mais avec des listes d'attente qui peuvent être relativement longues. Jérémy, je sais que vous êtes attiré, pour le moment en tout cas, par la recherche. Le milieu scolaire, c'est quelque chose, la psychologie aussi autour des enfants, c'est quelque chose qui pourrait vous attirer? Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a pas mal de travail sur ce qui est... En recherche, hein, donc j'essaie de trouver de la main-d'œuvre en recherche en ce moment. Oui, pour ce qui est de ce qu'on pourrait mettre en place pour aider donc des techniques d'accompagnement d'élèves en difficulté, qui ont parfois des retards, donc, comme du décrochage scolaire, des troubles 10, des choses comme ça. Bien sûr. Donc oui, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant, étant donné aussi qu'il en manque. Le stress, c'est la plus grande cause de consultation des élèves, des jeunes aujourd'hui, d'après vous, Emmanuel? Le stress, l'anxiété? Oui, le stress, si on veut le généraliser, enfin en tout cas oui, l'angoisse, quoi. Oui, c'est qui se manifeste de diverses manières. Il peut y avoir aussi des blocages des apprentissages qui existent, qui sont aussi des motifs de consultation. Des phobies scolaires, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que ça existe. Alors ça s'est élargi. Et puis, depuis le confinement, une espèce de symptôme un peu différent, un peu nouveau, qui est pourquoi j'irais sur le lieu du collège pour recevoir mon apprentissage, alors que je peux très bien faire ça de la maison, et que ça me permet de me protéger des autres, de ne pas m'exposer à tout ce qui est harcèlement scolaire, harcèlement de réseaux sociaux. Ça c'est apparu après le confinement, parce que le confinement a montré que c'était possible de recevoir un enseignement en étant chez soi. Quel rôle, justement, peuvent jouer les psychologues scolaires, justement, sur ces cas de harcèlement scolaire que vous avez évoqués? Alors, je crois qu'il y a déjà une première action d'information, de prévention, de discussion dans les classes, parce que c'est important de faire mesurer à des jeunes qui sont parfois très jeunes, je pense à des élèves de 6e, de 5e, l'impact, la douleur que ça peut représenter pour un jeune d'être comme ça poursuivi sur les réseaux, critiqué à cette grande échelle. Donc il y a cette tâche-là de prévention d'information. Après, je pense qu'il y a aussi le fait de pouvoir recevoir le jeune qui est victime, et puis de favoriser dans tous les cas l'expression de la parole, la confrontation peut-être entre harcelé et harceleur quand c'est encore pas trop aigu, de pouvoir déconflictualiser la relation. Irina? Oui, moi je voulais savoir, vous êtes psychologue, psychothérapeute, qu'est-ce que cela signifie, psychothérapeute? Alors, psychothérapeute, je complète un peu ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire que c'est un mode d'exercice de la psychologie, c'est-à-dire ou de la psychiatrie d'ailleurs, c'est-à-dire que ce sont des formations complémentaires avec une technique qui peut être, comme vous disiez, les techniques comportementales ou la psychanalyse, ou bien encore l'art-thérapie. Donc c'est une méthode, ce sont des outils que l'on va utiliser dans une dynamique de soins. C'est-à-dire que là, on va recevoir des personnes qui sont avec un symptôme, avec une difficulté, avec une souffrance, et on va, avec cette méthode, qui peut être simplement la parole, le dessin quand les enfants sont petits, mais qui est sous-tendue par une théorie qui a nécessité donc des années de formation complémentaire sous forme de séminaires, de cours, un petit peu en dehors de l'exercice professionnel. Donc cette méthode va permettre d'amener une disparition, une amélioration du symptôme et de la qualité de la vie. Jérémy, on se décide quand de se spécialiser pendant son cursus? Ça arrive au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui change beaucoup. Ça peut être... J'en connais même qui changent, qui ont compris déjà la spécialité qu'ils voulaient et qui changent parce qu'ils voient que ça leur convient pas. Vous avez un exemple en tête? Oui, des gens qui étaient en clinique, qui sont face à des cas qu'ils trouvent trop durs et trop éprouvants pour eux et qui décident d'aller en RH ou des fois juste par intérêt pour l'autre spécialité. Emmanuel, justement, est-ce que les psys ont été en première ligne pendant cette pandémie du coronavirus et le sont-ils encore?
Alors, en première ligne, parmi tout le monde, hein, parmi les médecins, les soignants. bien sûr, les soignants en général. Oui, on a été très sollicités. On a été sollicités pour donner un avis sur, sur ce qui s'est abattu sur nous, qui était quelque chose d'une expérience de vie assez complexe, assez désagréable pour la plupart et très nouvelle. Hein. Donc, c'est vrai que je dirais que c'est presque l'humanité tout entière qui a expérimenté une situation tout à fait déconcertante et angoissante. L'info en plus, c'est avec Irina Capron. L'info en plus. Et pour cette info en plus, ma chère Irina, vous nous parlez d'une plateforme dédiée au master. Oui, parce que depuis 2017 et la sélection à l'entrée du Master 1, les places sont très chères et on retrouve souvent sur les réseaux sociaux le hashtag étudiants sans master. Alors beaucoup d'étudiants après leur licence en psychologie ont vu leur rêve s'effondrer car ils n'ont pas eu de place en master et n'ont pas pu devenir psychologue. Alors le 1er février dernier, le ministère de l'enseignement supérieur a lancé une plateforme de candidature pour l'entrée en Master 1 intitulée Mon Master. La plateforme s'adresse aux étudiants titulaires ou en préparation d'un diplôme national de licence ou autre diplôme permettant d'accéder au cursus master. Sur ce site, les étudiants retrouveront l'intégralité de l'offre de formation en master. Donc, ce seront plus de 3500 formations et 8000 parcours de master proposés. Donc, du 22 mars au 18 avril prochain, les candidats ont la possibilité de déposer un maximum de 15 candidatures. Ils disposent également d'un maximum de 15 autres candidatures pour les formations en alternance et un dossier de candidature unique servira à tous les établissements auxquels ils vont postuler. Jérémy, vous pourrez avoir le même problème ou justement non, puisque vous êtes dans cette école? Justement, en fait, le fait d'être dans l'école des psychologues praticiens, ça fait que dès qu'on arrive en première année, on va directement jusqu'en master. Il n'y a pas cette scissure en troisième année, donc de licence. Voilà. Pourquoi, Emmanuel, les places sont si chères pour obtenir un master aujourd'hui en France? Alors, je crois qu'on a quand même pris conscience du fait qu'on formait quand même beaucoup d'étudiants, peut-être, je ne vais pas dire peut-être trop, mais quand même qu'à l'arrivée, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué de trouver une place je parle du domaine que je connais en psychologie clinique. Donc peut-être aussi que ça resserre un petit peu et que ça permet d'avoir, parce que c'est vrai que les exigences sont nombreuses. Hein. Il faut fournir un dossier préalable avec un projet de ce que vous voulez faire à l'issue de ce master. Enfin, c'est très complexe et peut-être que ça permet aussi de mieux préciser son idée et que, comme le dit Jérémy, peut-être d'éviter un peu les errements. Donc c'est peut-être quand même un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'au moins ceux qui vont entrer en master, notamment je pense à la psychopathologie clinique qui est très demandée, ça permet d'avoir des personnes dont on est à peu près sûr que c'est la bonne orientation pour eux et que ça ne va pas faire des déceptions à l'arrivée et des places qui seraient prises à d'autres qui sont plus déterminés. Jérémy, vous avez le sentiment que voir un psy aujourd'hui, c'est encore tabou? Oui, malheureusement. C'est vrai que... Ça a un petit peu changé, mais il y a encore des réticences. Oui, il y a encore des réticences où j'entends encore des gens qui disent que voir un psy, c'est pour les fous, des gens qui n'ont pas besoin. Et au contraire, je pense que c'est vraiment un mal à combattre parce que... il y a beaucoup de gens... Je pensais naïvement que ça avait évolué, que ça avait changé. Parce que je suis vieux, que je me dis que c'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, c'était terrible. Tu disais que tu avais vu le psy, on te regardait, mais on disait, alors lui, je ne lui parle plus jamais. Et vous me dites qu'il y a quand même des relents encore aujourd'hui, qu'il y a quand même encore ça. Oui, après évidemment, ça a beaucoup changé, ça évolue dans ce sens, mais malheureusement, on en voit encore beaucoup de gens qui pensent que c'est pour les fous uniquement. Emmanuel, c'est encore tabou? Moi, j'ai l'impression que beaucoup moins quand même. J'espère. C'est-à-dire, ça reste une démarche qui n'est pas facile à faire, à initier. Mais je pense que quand même, grâce un peu aux médias, je dois dire, la parole s'est vraiment démultipliée. On voit qu'on ne fait pas non plus trop peur. Et puis, c'est vrai que beaucoup de personnes viennent pour une aide un peu ponctuelle. Il y a aussi les psys qui se sont assouplis pour la plupart. C'est-à-dire que ce n'est plus... on entre en thérapie pour 10 ans, en analyse. Enfin, donc, je crois que c'est
c'est vu maintenant vraiment comme un appoint, quelque chose pour être mieux, enfin, et que c'est plutôt dans le mieux-être, et c'est rentré dans le mieux-être, et je trouve que ça sort un peu de la symptomatologie, vraiment. C'est le divan, Emmanuel. Le divan, il a fait beaucoup de mal, vous savez, dans l'imaginaire. C'est ça. Vous voyez comment dans 5 ans, Jérémy? Diplômé, j'espère. J'espère aussi. Mais où? Je ne sais pas encore le domaine exact, étant donné que c'est quelque chose qui change beaucoup. D'accord. Mais j'espère dans un milieu qui est utile, qui aide. En préparant cette émission, vous me parliez de recherche. On a les budgets aujourd'hui et surtout, il y a des domaines intéressants justement à les creuser. Cette psychologie, elle est en constante évolution. Oui. C'est quelque chose qui évolue tout le temps. On voit les psys qui se forment constamment. C'est très important. Et du coup, pour ce qui est de la recherche, c'est un milieu qui bouge beaucoup et on a non seulement les moyens et beaucoup de matière à étudier. La psychologie, c'est une matière vivante, Emmanuel? Ah oui, c'est très très vivant, bien sûr, bien sûr. Oui, et puis la formation, là, comme le disait Jérémy, c'est capital. C'est-à-dire qu'effectivement, on se forme tout le temps. On continue à aller à des séminaires, on continue à regarder autour de soi, on va dans des domaines connexes. Enfin, je veux dire, c'est ça qui rend le métier passionnant, d'ailleurs, qui fait qu'on a peut-être jamais envie d'arrêter, d'ailleurs. Et on se sent quand légitime? Quand prend-on confiance? On en parlait justement tout à l'heure avec Jérémy qui me disait que je ne suis pas sûr qu'au bout de mes 5 ans d'études, 6 même avec la prépa, je me sente légitime. Oui, alors ça dépend pourquoi. C'est-à-dire, je pense que pour être psychologue, analyser des données, des variables expérimentales, ça c'est faisable de sortir des études. Après, je pense que l'exercice de la psychothérapie, comme on le disait, prend un peu plus de temps. Déjà le temps de la formation complémentaire qui s'étale au moins sur, on va dire, 4-5 ans. Et puis après, l'expérience de vie. C'est peut-être un peu compliqué de se sentir à l'aise, mais je pense que on peut être prêt aussi, peut-être très tôt, ça dépend. Il y a un moment où on sent qu'on est prêt. Alors, ça peut être peut-être aussi quand on est parent, ça donne une confiance. Enfin, je crois que c'est très variable, c'est très individuel, en fait. Jérémy, quand on commence des études de psy, on doit forcément commencer une psychothérapie? Non, pas forcément, mais ouais, c'est fortement conseillé. D'accord. Pour mieux se connaître et aussi pour être psychologue, surtout quand on fait de la psychothérapie, on est face à des patients qui sont parfois dans un grand mal-être. Et le fait d'aller bien et d'être sûr de soi, d'avoir entre guillemets des bonnes bases mentales, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup Jérémy d'être venu nous voir. Jérémy Krief, étudiant en première année de psychologie à l'école des psychologues praticiens à Montparnasse, à Paris. Emmanuel Rigon, psychologue clinicienne et psychothérapeute, auteur notamment des Enfants hypersensibles aux éditions Albin Michel. Je vais y arriver. Merci à tous les deux. Irina, on se retrouve demain? Oui, merci à vous. Même chez le même heure. C'est formidable. Ciao.